facilitateurs. Une cérémonie solennelle officielle est même déjà annoncée dans le courant de la semaine. Vous confirmez l'information, Monsieur le ministre? C'est une très bonne nouvelle que l'on en arrive à retrouver le chemin de la raison. Vous conviendrez qu'il est quand même anormal qu'il ait fallu convaincre celui qui était chargé de convaincre les partis. C'est pour parler de Kampala, le facilitateur. C'est qu'il y avait une situation tout à fait anormale qu'un facilitateur prenne comme ça l'image de quelqu'un qui est parti à un conflit dont il est chargé de faciliter la recherche d'une solution. Mais bref, passons. L'essentiel, ce n'est pas cela. L'essentiel, c'est que l'on retrouve le chemin de la raison et que les motivations qui ont été mises en avant par le gouvernement congolais soient prises en compte et que nous terminions cette espèce de cauchemar qui a traversé notre pays par la signature d'une déclaration qui fixe les engagements des uns et des autres vis-à-vis de la nation congolaise. Est-ce que c'est par réalisme que finalement la facilitation adhère à la position du gouvernement de la République démocratique du Congo où il y a eu pression de la communauté internationale parce que Martin Kobler a dit de la part, sur fond de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il faudra conclure le processus de Kampala. Nous nous perdons en réalité en conjecture sur les motivations qui ont poussé la facilitation ougandaise à développer ces arguments qui ont en fin de compte bloqué la bonne fin de ces rencontres de Kampala à la dernière minute. Et donc, il m'est difficile de vous dire s'il s'agit de bonne foi ou de réponse à des pressions qui auraient été articulées par la communauté internationale. On a rarement vu un facilitateur devenir partie à un conflit. Cela nous ramène à toutes ces graves accusations qui étaient formulées contre l'Ouganda par des sources aussi crédibles que les Nations Unies sur son implication dans ce conflit. Mais enfin, voyons les choses de manière plus positive. Ils ont évolué, acceptons cela, allons mettre fin à cette agression que notre pays a subie et regardons plutôt vers l'avenir. Monsieur le ministre, Martin Kobler, encore lui, il a dit que le temps est venu de tout mettre en œuvre pour conclure ces processus, pour signer un document. Hein. Et il a ajouté que, en fait, la substance ne posait pas problème, mais que c'était plutôt l'intitulé ou la forme, pour reprendre son terme à lui. Alors maintenant, on parle de la signature d'un communiqué de Kampala. Tout ce que nous refusions, c'est qu'on puisse donner quelque crédibilité que ce soit à quelque chose qui ne méritait pas d'être crédibilisé, c'est-à-dire une force négative qui a été définie comme négative par cette communauté internationale dont M. Kobler est le digne représentant. Donc il ne viendrait pas à l'idée de M. Kobler d'accepter que le M23 soit crédibilisé. Je ne pense pas qu'il ait parlé de la sorte. Donc que cela s'appelle conclusion de Kampala, déclaration de Kampala, communiqué de Kampala, peu nous importe, pourvu que ce ne soit pas quelque chose qui ramène le M23 au niveau d'un groupe ou d'une structure à banaliser. Pas du tout. Ce sont des criminels auxquels nous allons demander de prendre un certain nombre d'engagements. Il n'était pas question qu'à l'occasion de ces engagements, l'on puisse oublier, un, qu'ils ont été défaits militairement, deux, qu'ils sont des criminels qui doivent cesser d'exister et on ne fait pas des accords avec une structure qui est morte, elle-même a accepté d'être morte et donc je pense que nous sommes tout à fait au diapason de ce que M. Kobler dit. Monsieur le ministre, d'après les informations qui transpirent des Kampala, que le gouvernement de la République irait là-bas que pour prendre acte de ces documents ne signerait pas avec de l'autre côté le M23. C'est bien cela? Le gouvernement signera une déclaration lui-même prenant acte de ce que le M23 aura signé. C'est cela, c'est très clair. Ça a été dit par le ministre Tshibanda qui
dirige notre délégation, mais il n'y aura pas de côte à côte, il n'y aura pas cette espèce d'égalitarisme entre un État qui est légitime, souverain, un gouvernement, et une force négative dont tout le monde attend simplement qu'elle disparaisse. Alors, les réactions en interne, comme cette petite phrase de Vital Kamere qui semble chambrer le gouvernement, si je puis dire, d'avoir hésité, que le gouvernement se serait référé à des grands leaders, notamment lui, pour régler cette question. Ah bon, Vous me voyez rire, ça prête à vraiment. rire, ça? Le gouvernement de la Ben, République... il est sérieux, Kamere, lui, quand Grand il parle. leader, grand leader. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez me définir un peu le concept? Est-ce qu'il y en a des petits qui sont-ils et les grands comme Caméré qui sont-ils? Quel est le fin mot de cette histoire? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un grand leader et d'un autre un petit? Et qui seraient les petits? Qui seraient les grands? Et quand est-ce qu'on se serait référé à lui? Puisqu'il a refusé de venir là où on pouvait se référer à lui, les concertations nationales, alors c'était quand? En quelle occasion on se serait référé à lui? Vous voyez, la victoire a beaucoup de pères et l'échec est souvent orphelin. Vous voyez maintenant que même les actions du président Joseph Kabila qui ont conduit à la victoire commencent à être revendiquées par ceux qui n'ont jamais cessé de se pendre à ses pieds pour l'empêcher d'avancer vers la victoire. C'est l'hommage que le vice rend à la vertu, je l'accepte. Alors, monsieur le ministre, on reste dans la contrée par rapport à ça. Comment vous expliquez cette visite d'une forte délégation du gouvernement de la République à Goma? Mais les visites du gouvernement à l'intérieur de la République démocratique du Congo sont choses habituelles. Souvenez-vous, lorsque Goma a été attaqué la dernière fois, la même délégation se trouvait en pleine ville lorsque des bombes sont tombées sur Goma. Et Goma est le chef-lieu d'une province de la RDC. À qui voulez-vous que nous demandions l'autorisation d'aller à Goma? Et pourquoi ça devrait être un événement historique? Le gouvernement de la RDC va à Goma, le chef-lieu d'une province de la RDC qui a eu à souffrir d'une guerre atroce. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement n'y aille pas? Et d'ailleurs, dans les prochains jours, tout le gouvernement va se rendre à Goma pour siéger, comme il le fait dans les différents chefs-lieux de la RDC. Là, ce sera une façon de rendre hommage à ces populations qui ont souffert le martyre. Cela signifie que la contrée, la province du Nord Kivu est totalement pacifiée maintenant, même si Martin Kobler a dit que les M23 étaient défaits militairement, mais que les problèmes ne disparaissent pas. Mais à qui le dites-vous? C'est ce que nous ne cessons de vous dire. Nous les avons défaits militairement, mais nous sommes intéressés à consolider cette victoire militaire par une action politique qui pacifie les cœurs et les esprits, parce que nous avons eu à constater à l'occasion de cette agression que des Congolais comme vous, comme moi, se sont mis au service d'agendas étrangers. C'est un problème qui nous bouleverse, qui nous préoccupe. Nous voulons parler avec ces compatriotes. Nous voulons les amener à prendre les engagements qu'ils vont bientôt prendre. Ça nous intéresse de couper le cordon ombilical entre nos concitoyens et des gens qui, à l'extérieur, ne nous veulent pas du bien. C'est quelque chose de fondamental. On n'a pas eu besoin de M. Martin Kobler pour comprendre cela, mais nous recevons avec beaucoup d'humilité ces conseils parce que nous sommes convaincus que c'est la bonne direction à prendre. Ça veut dire quoi, monsieur le ministre Lambert Mene Omalanga, qu'on a gagné la guerre, mais qu'il reste à gagner la paix? On a gagné la guerre, il faut la faire durer. C'est ce que nous disons, faire durer la paix. On a la paix maintenant. De quelle manière? Il faut la faire durer en convainquant les gens qu'il ne faut plus recourir à la force pour articuler une revendication. Il ne faut plus prêter une oreille attentive à des chants de sirènes qui viennent de l'étranger, parce que l'étranger n'a pas le même amour de notre pays que nous. Voilà ce que nous voulons faire, un travail de persuasion. Monsieur, quand on dit plusieurs interventions comme ça, des analystes politiques qui vous demandent à vous, le gouvernement de la République, d'être extrêmement prudent parce que les commanditaires de cette guerre n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est exactement ce que nous venons de dire. Alors vous allez faire quoi maintenant dans les jours qui viennent? Nous allons couper le cordon entre ces gens et nos populations. Avec qui et qui? Parce que sans avoir
des complices parmi nous, ils n'ont aucune possibilité de rééditer leurs tristes exploits du passé. Avec RCD, avec CNDP, avec M23, c'est toujours des Congolais qui ont donné du retentissement à toutes ces aventures. Et donc nous voulons consolider la cohésion entre les Congolais. C'est l'instrument principal. Croire que ces gens cesseront d'être jaloux de nos richesses, c'est un peu rêver. Mais consolider la cohésion entre les Congolais pour opposer un mur à toutes ces tentatives de nous déstabiliser en nous utilisant nous-mêmes, ça c'est possible et c'est ce que nous voulons faire. Ça veut dire que dans les jours qui viennent, on va observer, on va voir des pourparlers se tenir entre le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement de Kigali, le gouvernement de Kampala. Ça, c'est une autre dimension. Vous m'avez posé une question concernant les actions que nous pouvons entreprendre à l'intérieur du pays. Alors, l'option diplomatique, elle reste sur la table. Nous multiplions quand même des réunions. Vous avez suivi qu'il y a eu une rencontre dernièrement à Pretoria. Il y aura d'autres rencontres très bientôt, que ce soit à Addis Abeba, à New York, à Kampala, un peu partout. Il y a des contacts qui se poursuivent pour amener ces deux pays qui donnent l'impression de vouloir poser des agendas en RDC sans tenir compte des intérêts nationaux de la RDC, à cesser ces pratiques qui ne sont pas de ces temps-ci, cesser ces pratiques qui ne rentrent pas dans l'ordre du droit international. Donc c'est quelque chose qui se fait avec l'appui de la communauté internationale qui a des règles et qui tendent à simplement demander aux uns et aux autres d'exécuter les engagements qu'ils ont pris, puisque tout ceci a été déjà dessiné dans l'accord cadre d'Addis Abeba, dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité, qui ne sont pas malheureusement toujours respectés par certains voisins. Alors comment amener les voisins ougandais et rwandais à respecter strictement cet accord auquel vous faites allusion, l'accord d'Addis Mais c'est ça. C'est ça le rôle de l'action diplomatique que le président maintient toujours sur la table. Ça devient lassant. Nous avons déjà obtenu pas mal de résultats. Cette victoire militaire n'a pas été sans bénéficier justement de ces pressions diplomatiques, ces pressions politiques. Donc tout cela est imbriqué. Il ne faut pas croire que tout est linéaire. Tout cela fait partie d'une réalité qui se nourrit aussi bien de la force militaire, de l'action diplomatique et de l'action politique. Nous ne sommes pas dupes et nous allons poursuivre dans ce sens. Alors, après la capitulation, on va dire, des M23, on assiste désormais à une multiplicité des rééditions dans les Nord Kivu. On annonce que 12 groupes armés nationaux dans le Rutshuru, à Massissi, mais aussi à Walikale, viennent à leur tour de déposer les armes. Est-ce que c'est à la faveur de cette visite de la forte délégation gouvernementale à Goma, qui du reste a déjà pris langue avec les seigneurs de guerre de ces groupes armés, ou c'est par peur, finalement, devant la nouvelle puissance de feu des FARDC? Vous savez, il y a une sagesse des nations qui nous apprend que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Nous n'avons pas à nous formaliser du fait que des concitoyens aient peur de la loi, aient peur du gendarme, comme on dit. La montée en puissance des forces armées, la solidarité exprimée par la communauté internationale doivent avoir aussi pour effet de changer la peur de camp, que les mauvais aient peur. Parce qu'il y a une loi nationale, parce qu'il y a un droit international, parce qu'il y a une armée congolaise qui est là pour appliquer la loi, et parce qu'il y a une solidarité des forces des Nations Unies pour les soutenir. Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous pensons que nous commençons ainsi à entrevoir le début de la fin de cette longue nuit dans laquelle on a tenté de nous enfermer depuis 15 ans. Monsieur le ministre, ce n'est pas la première fois, hein, quand on regarde les passés récents. C'est la première fois. Oui, mais que ces groupes Donnez-moi un seul cas. Donnez-moi un seul cas. Vous me laissez aller au bout de ma phrase? Non, je ne vous laisserai pas aller. Je vous demande de me donner un seul cas pour que vous justifiiez votre analyse que ce n'est pas la première fois où nous ayons eu une victoire militaire aussi totale, aussi décisive. Non, parce que vous ne m'avez pas laissé aller au bout de ma réflexion. Oui. Je voulais vous demander à faire l'analyse selon laquelle que ce n'était pas la première fois que ces groupes armés renoncent à la lutte armée. Mais parce que ça ne suivait pas une victoire militaire.
militaire, cher ami. Ah. Nous sommes donc dans une situation différente des autres fois. Bon, alors, quand même, il y a quelques jours déjà, hein, Monsieur le ministre Lambert Mende, certains notables de Walikale ont adressé une lettre ouverte au président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour demander plutôt de dialoguer, que le gouvernement dialogue, négocie avec ces groupes armés, plutôt que des affrontements militaires. Mais je pense que le président n'y est pas allé directement par la pression militaire. Le président a adressé un ultimatum à ces gens. C'est le temps qui leur est donné pour pouvoir déposer les armes sans qu'il y ait usage de la violence de la part des forces armées de la République démocratique du Congo ou de la brigade d'intervention de la MONUSCO. C'est un temps qui leur est donné. Il n'y a pas de négociation entre la loi et des gens qui sont contre la loi. Ça n'existe pas. Il faut que les notables de Walikale se le tiennent pour dit. Il n'y a aucune négociation possible entre le bien et le mal. Ce pays a des lois, on les respecte. On n'a pas à négocier avec des gens pour qu'ils respectent la loi. Personne n'a le droit à Walikale ou ailleurs de porter les armes s'il n'est pas membre des forces de défense ou de sécurité. Ils portent les armes sans être membres des forces de défense et de sécurité. Le président leur a donné un délai. Ce délai est en train de courir. Ils doivent faire jouer leur influence sur ces jeunes gens pour leur dire de faire ce que le président leur a demandé de faire. Sinon, on va les désarmer de force. Il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de moyenne mesure à cela. Comme l'a dit encore, à la sortie de la rencontre avec ces chefs des guerres, le chef d'état-major général, Didier Etumba, qu'ils n'ont plus d'autre choix, les groupes armés, que de se rendre. Voilà sinon, les FARDC vont aller les chercher partout où ils sont. Voilà le mot exact, et c'est ça un État. C'est ça l'État de droit. On n'a pas à négocier avec des personnes qui sont en train de violer la loi. Sinon, il n'y a pas d'état de droit. Monsieur le ministre, mais quand même, écoutez ces chefs de guerre qui ont rencontré la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyez. C'est comme s'il posait certaines conditions encore pour demander au gouvernement de la République de jouer sa partition. Hein. Ah, le gouvernement a une partition à jouer, c'est vrai. Mais laquelle? Bien sûr. De prendre vos responsabilités. La démobilisation, le désarmement et la réinsertion sociale. Alors, comment ça va se passer cette fois? C'est extrêmement important. Le président l'a rappelé hier en Conseil des ministres. Il a donné des instructions très précises au gouvernement. Concrètement, comment ça se passer? C'est-à-dire qu'il faut que le programme de démobilisation qui verra les forces armées démobiliser ces jeunes gens, c'est-à-dire mettre fin à leur existence comme groupe armé, le programme de désarmement, le ramassage des armes, et le programme de leur réinsertion dans la société, pas dans l'armée. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils vont rentrer dans l'armée parce qu'ils ont été dans des groupes armés. Non, réinsertion sociale, c'est-à-dire qu'on va les aider à retrouver une vie digne, une vie qui fasse d'eux, qu'ils soient capables de soutenir leur famille comme les autres Congolais. Ce programme-là, le président lui a donné une priorité absolue. Et donc ça, c'est notre partition. Nous n'avons jamais dit que nous n'avions pas de partition à jouer. Voilà qu'est-ce qu'elle est, notre partition, et nous allons la jouer. Mais votre partition, c'est également, ils l'ont dit, hein, certains chefs des guerres, que le gouvernement reconnaisse leur grade. Ça, c'est une invention de leur part. C'est dans leur tête que ça se passe. Et je suis désolé, avec cet esprit-là, ils vont tous se retrouver en prison. Nous ne pouvons pas accepter que des gens puissent jouer avec notre armée. Vous n'entrez pas dans l'armée parce que vous avez pris des armes pour tuer des Congolais. Cela ne se fera pas. Vous jouez votre partition. Je vous ai dit exactement là où se limite notre partition. Démobilisation, désarmement, réinsertion sociale. C'est-à-dire une aide pour qu'ils puissent se réinsérer, vivre normalement. Monsieur le ministre, certains analystes politiques émettent certaines craintes se référant aux anciennes formules DDR qui auraient montré leurs limites, allusion faite notamment à la CONADER. Vous parlez de formules qui n'ont rien à voir avec ce dont je viens de vous donner l'explication. Lorsque vous parlez des anciennes formules, hein? Vous parlez de DDRR, là où on a parlé de démobilisation, désarmement, réinsertion sociale et
réintégration au sein de l'armée. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait 2 R. Je vous ai parlé de DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion sociale, point. Alors pourquoi vous me parlez de réintégration ou quoi? Ça, c'est des histoires du passé qui nous ont coûté ce que nous avons subi maintenant, donc on n'y reviendra plus. On s'arrête à la réinsertion sociale. Personne ne rentre dans l'armée congolaise parce qu'il a tué des Congolais. Je vous le répète dans combien de langues? Donc la formule a changé, voilà. On peut comprendre. Merci. Bon, alors, votre répartition encore, j'y reviens, monsieur le ministre, c'est également la demande des chefs de guerre qui viennent de déposer les armes, qui vous demandent à vous, le gouvernement, de mettre en place des projets de développement dans ces contrées-là. Oh, cher ami, s'il n'y avait que cela, mais c'est avec les 2 bras ouverts que nous recevons de telles préoccupations. Connaissez-vous un seul Congolais de n'importe quel coin de la République qui ne soit pas intéressé à ce qu'il y ait des projets de développement dans son coin? Avez-vous souvenir d'un jour qui soit passé dans notre pays depuis que nous sommes là, au pouvoir, sans que des revendications de cet ordre-là ne soient adressées au gouvernement, que ce soit du Parlement, que ce soit des assemblées provinciales, de la société civile, que sais-je encore, des partis politiques? Mais c'est la respiration normale d'une démocratie. C'est ce que nous souhaitons, que des Congolais nous disent leurs préoccupations pour le développement, mais sans prendre les armes. Le problème, c'est qu'ils ont osé prendre les armes, tuer des Congolais pour faire des choses qui sont normales dans une démocratie. S'il n'y avait que cela, ma foi, mais nous vivons avec cela. Tous les jours, ces revendications sont émises. Nous y répondons. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant? On nous sanctionne lorsqu'il y aura une élection. On ne prend pas des armes pour sanctionner un gouvernement parce qu'il ne va pas assez vite dans les revendications. Donc ces revendications sont tout à fait normales. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait pensé qu'on pouvait prendre les armes pour les articuler. Voilà ce que je peux dire. Monsieur le ministre, on va quitter Goma, la province du Nord. Je vous ramène à Kinshasa. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir comme ça des politiciens congolais qui rivalisent d'imagination au sein de la classe politique congolaise? On vient d'assister à la naissance d'une nouvelle plateforme à Kinshasa, œuvre de Vital Kamerhe et de Martin Fayulu, tous de l'opposition. Ils viennent de mettre un regroupement politique en place dénommé Sauvons la RD Congo. Qu'est-ce que ça vous inspire encore, monsieur le ministre? Mais d'abord qu'il s'agit de la gestion d'une valeur que nous chérissons tous, qui s'appelle la liberté. Les gens peuvent avoir des idées, mais je m'étonne un peu du fait que ces personnalités dont vous avez parlé sont toujours un peu en retard de rendez-vous avec l'histoire. Ah bon? Parce que je crois que c'est les mêmes qui, lorsque le président de la République convoque la nation pour essayer de donner des bases à la cohésion nationale dans des concertations nationales, s'amusent à refuser de répondre à cet appel et créer ce qu'ils ont appelé coalition pour le vrai dialogue. Oui, auparavant. Nous sommes en train de dialoguer, mais ils créent une coalition pour le vrai dialogue qui vient après le dialogue. Et voilà qu'au moment où Joseph Kabila, les FRDC, qu'il commande en chef, le gouvernement, le peuple congolais, viennent de donner une gifle retentissante, historique, à ceux qui menaçaient le Congo. Et donc, Joseph Kabila vient de sauver le Congo en infligeant une défaite au M23 et aux parrains du M23. Les mêmes sortent d'on ne sait où et disent « sauvons le Congo ». Mais sauver le Congo de qui? On a sauvé le Congo. Les FARDC ont sauvé le Congo. Alors, ils viennent sauver le Congo de qui? Mais c'est eux qu'on voyait ici pendant les concertations s'agiter pour obtenir que l'on invita aux concertations ceux qui menaçaient le Congo, le M23. C'est Kamerhe qui demandait que le M23 soit associé à ces concertations. C'est Kabila qui a refusé que ces gens qui menaçaient le Congo soient associés et qui a dit « on va les bouter dehors » par tous les moyens politiques, diplomatiques et militaires. Et voilà qu'une fois ceci réussi, on vient pour sauver le Congo, mais les Congolais doivent bien rire sous cap. Nous sauver de quoi? Nous venons d'être sauvés. Voilà ce que je peux dire. Sauver la démocratie, dit-il. Ah, mon Dieu, je pensais que nous étions menacés d'extinction. Donc nous avions rêvé que nous étions menacés de balkanisation. Alors,
il faudrait que M. Kamere nous ramène dans la réalité. Moi, je pensais que nous étions plutôt menacés dans notre existence de pays par une guerre qu'on nous a faite et qu'il prétend aller maintenant remercier soi-disant les militaires. Alors de quoi il parle finalement? Il va remercier les militaires d'avoir fait quoi si le pays n'était pas menacé dans son existence? Donc vous voyez, des gens qui, à force de chercher à faire parler d'eux, ne se soucient plus d'aucune logique et font rire, tout simplement. Quand vous parlez à force de parler de, ça veut dire quoi? Ça n'aura qu'un effet d'annonce, Mais un fait de pas et comme ça? mais lorsque vous abordez un problème qui n'en est pas, le pays vient d'être sauvé, vous dites sauvons-le. On vous appelle au dialogue, vous dites nous voulons le vrai dialogue, alors que le vrai dialogue est en train de se dérouler. Donc vous êtes tout le temps à côté de la plaque, c'est tout ce qu'on dit. Il faut revenir aux réalités. Il faut cesser avec cette idéologie don quichotesque, vous savez, celui qui se battait contre les moulins avant, et laisser les réalités se dérouler à côté de lui. C'est ça qui m'inquiète souvent chez ses partenaires, chez ses collègues qui essayent d'aller se battre contre un ennemi invisible, alors que nous avons des réalités autrement plus poignantes à gérer chaque jour. Il se donne entre autres objectifs aussi, outre exiger la tenue du vrai dialogue, comme ils le disent également. Mais ils exigent à qui? Pourquoi ils ne le font pas? Le Mais non, gouvernement de la mais comment? Mais République. puisqu'ils ont tous les moyens, ils peuvent faire un vrai dialogue. Exiger de qui? Ils sont Congolais, ils se disent leaders, mieux aimés des Congolais. Nous, on n'a pas été élus. Bon, exiger de qui? Qu'ils le fassent, nous allons suivre si c'est bon. Pourquoi tout le temps exiger quand c'est vous qui êtes dans le bon? Ils exigent selon l'esprit, conformément à l'accord d'Addis et à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les garants de l'accord d'Addis et de la 2098 se sont chargés de les ridiculiser parce qu'ils sont venus à ces concertations. Ils ont donné leur appui aux résultats de ces concertations. Alors là, s'il y a des gens qui veulent être plus royalistes que le roi, libre à eux. Mais je ne vois pas qui, au niveau de ceux qui ont été chargés de garantir l'accord cadre d'Addis Abeba, pense comme eux que les concertations ne se sont pas référées à l'accord cadre d'Addis Abeba. Je ne sais pas comment Mme Nkosazana Dlamini Zuma serait venue si on était en dehors de l'accord cadre dont elle était chargée de la garantie. Je ne vois pas comment les 15 ambassadeurs de tous les 15 pays membres du Conseil de sécurité seraient venus à Kinshasa assister à ces concertations si on était en dehors de la résolution 2098. Donc, il n'y a que Kamere qui essaye de construire l'ordre mondial à sa façon. Les Nations Unies n'ont plus aucune compétence là-dessus. L'Union africaine non plus. Alors finalement, il faut essayer de se ramener au niveau où l'on se trouve et pas chercher à devenir comme ce crapaud de la légende qui veut être aussi grosse que le bœuf. Ça va exploser. Attention. Monsieur le ministre, dans le regroupement récemment créé, pas plus tard qu'hier, par Vital Kamere et Martin Fayulu, on exige également la tenue des élections présidentielles, surtout dans les 90 jours délai constitutionnel en 2016. Là aussi, voilà des gens toujours à côté de la plaque. Nous avons eu depuis notre constitution adoptée en 2006 2 cycles électoraux entamés. L'élection présidentielle, les élections législatives ont eu lieu dans les délais prévus. 2006, élection présidentielle et élection législative. 2011, 5 ans après, élection présidentielle, élection législative. Donc voilà au moins des composantes de ces cycles électoraux qui ne posent plus problème. Et je ne vois pas ce qui leur permet de penser qu'en 2016, nous n'aurons pas ces élections-là. Par contre, nous n'avons pas eu un seul cycle électoral complet. Et un cycle électoral, c'est la présidentielle, les législatives, les provinciales et les locales. Nous avons bien eu les provinciales en 2006, on n'en a pas eu en 2011. Ça n'intéresse pas ces messieurs. Ça, ce n'est pas la démocratie. On n'a pas eu une seule élection locale depuis 2006, ni en 2011. Ça n'intéresse pas ces messieurs. Il n'y a que ce à quoi ils sont candidats qui les intéresse, comme si ce peuple congolais avait été créé pour accompagner les ambitions de tel ou de tel. Non, messieurs, les élections, c'est un tout.
Nous voulons que nos politiciens et nous-mêmes, nous nous donnions la main pour donner à ce pays une démocratie pleine et entière avec des cycles électoraux respectés. Il faut qu'on ait tous les cycles électoraux. Et un politicien qui vient me dire qu'il n'est intéressé que par l'élection présidentielle, moi je le trouve suspect. Ce n'est pas un démocrate. Il s'en fout complètement de cette population parce que nous savons que les vraies bases de la démocratie sont dans les élections locales. Donc on ne peut pas morceler la démocratie. C'est un ensemble. Nous partageons bien le souci qu'on respecte les délais, mais nous voulons que ceci soit le fait de tout le cycle électoral. Donc c'est de la tricherie que de vouloir prétendre que dans le cycle électoral, il n'y a que l'élection présidentielle. Non, c'est l'ambition qui les fait parler, c'est la haine de celui qui est président qui les fait parler, et avec des sentiments comme ça, vous ne construisez rien de positif. Je suis désolé. Alors tout le cycle électoral, comme vous le dites, mais selon eux, sans l'abbé Apollinaire Malou Malou. Mais au nom de quel principe? Qui sont-ils pour décider en lieu et place des institutions que le peuple congolais s'est donné?